Antoine Sfer, vous êtes directeur des Cahiers de l'Orient, fin connaisseur de l'islam politique, et vous dénoncez le discours de Tariq Ramadan depuis des années. Pourquoi? Tout d'abord parce que j'ai cru en Tariq Ramadan. C'est moi qui, en 93, lui ai demandé de venir à Paris pour un colloque sur Islam et République à l'Institut du monde arabe. J'ai eu confiance en lui. Et plus je l'accompagnais, plus je me suis rendu compte que cette rhétorique qu'il utilise, et dans laquelle il est très très fort, il faut le reconnaître, ressemblait précisément à ce double langage. Non pas un double langage grossier de dire une chose et de dire son contraire, non. C'est précisément amener son interlocuteur sur son propre terrain et jouer à la victime perpétuelle, comme quoi tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui devenaient naturellement islamophobes. Et quand il dit qu'il n'est pas frère musulman, nous ne sommes pas dans un parti où on s'encarte, nous sommes dans une confrérie. Et dans cette confrérie, il s'agit simplement d'en faire partie. Donc pour vous, cette appartenance au frère, elle ne fait aucun doute. Oui, mais il a le droit. Lorsque son éditeur, Bayard, écrit en avant-propos que l'auteur, M. Ramadan, représente la pensée des frères musulmans, M. Ramadan ne dément pas, loin de là. C'est la préface de son livre « Aux sources du renouveau musulman » chez Bayard, qui est paru chez Bayard, qui est un livre d'apologie des frères musulmans et de Hassan al-Banna. Bien entendu, totalement. Et dont l'éditeur lui-même explique que c'est la pensée d'un auteur frère musulman. Et M. Ramadan ne dément en aucun cas. Il dédie ce bouquin à son frère Ayman, l'aîné de la fratrie. Donc là aussi, mettons bout à bout les pièces du puzzle et les choses sont très claires. Mais pourquoi est-il capable d'un côté d'assumer dans une préface d'un de ses livres qu'il est frère musulman, et de l'autre côté, sur un plateau de télévision, en l'occurrence en 2003 sur le plateau de Guillaume Durand, Campus, il a répété 2 fois « Je ne suis pas frère musulman ». Parce que tout simplement, ce label lui enlèverait tout le charme qu'il peut avoir sur les plateaux de télé. Mais arrêtez, ils sont frères musulmans, je ne suis pas frère musulman et je le dis ce soir. Je ne suis pas frère, point à la limite. Sur cette même émission Campus, avec Guillaume Durand, toujours, quand l'animateur lui a dit « Mais vous avez perdu », un procès contre Antoine Sfer qui vous reproche de tenir un double discours, il a dit 2 fois « Non, je l'ai gagné ». Ça, c'est un mensonge éhonté, puisque j'ai le jugement devant les yeux. D'autres gens qui ont gagné les procès contre vous, comme par exemple Antoine Sfer. Non, il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Je voudrais donner la parole. Il a été débouté, et la Cour, précisément, lui laisse à Tariq Ramadan la charge des frais de son action civile. S'il n'avait pas perdu, c'est moi qui aurais payé la charge des frais des actions civiles. Là, on est vraiment dans le mensonge éhonté. Et là, vous voyez, vous mettez votre doigt sur un élément important, la fameuse taqiyya, qui est normalement l'apanage uniquement du chiisme, faire de la dissimulation religieuse. La taqiyya, les frères musulmans acceptent de le faire à condition, précisément, d'avoir un objectif, c'est-à-dire réformer la loi ou les lois de là où on vit, et permettre en quelque sorte aux frères musulmans d'accéder à une sorte de, entre guillemets, pouvoir au sein des communautés musulmanes divisées. Et c'est ça la technique de Tariq Ramadan. Les gens des médias, notamment les animateurs que nous connaissons, ne connaissent pas l'islam. Et lorsque Tariq va passer une année en 98, il y a déjà 11 ans, 12 ans bientôt, à Leicester, où il disparaît totalement des médias, dans le centre d'approfondissement de la foi des frères musulmans, c'est pas innocent. Je vous en prie, je vous en conjure, lisez le credo des frères musulmans, et surtout les 50 commandements de Hassan al-Banna, le grand-père donc de Tariq Ramadan et fondateur de la confrérie des frères musulmans. Alors justement, je suis venu avec un exemplaire de la revue Islam de France qui avait déjà publié ces 50 demandes qui sont effrayantes quand on les lit. C'est vraiment un programme totalitaire tel qu'on pouvait en lire dans les années 30. C'est un programme de gouvernement. C'est un manifeste de gouvernance d'une république islamique. Je lis quelques extraits.
Il faut surmonter les divisions politiques et orienter la force politique de l'Oumma vers un seul horizon, réformer les lois pour qu'elles se conforment à la législation islamique, fermer les dancing, les lieux libertins, interdire la danse et tout contact gestuel entre hommes et femmes, exercer un contrôle sur le théâtre et sur le cinéma, filtrer les pièces à jouer et les pièces à diffuser, supprimer toutes les sortes de jeux de hasard, lutter contre la consommation de vin, étudier la question féminine en associant la modernité et l'authenticité suivant les préceptes de l'islam. Alors là je vous arrête. Parce qu'on a souvent dit que les frères musulmans voulaient moderniser l'islam. C'est faux. Et il vous le dit lui-même ici, il veut islamiser la modernité. Dans le cadre des cours Horizon de l'islam, nous vous présentons la cassette numéro 2, Courant de la pensée musulmane contemporaine. Ce que dit Hassan el-Banna, le programme des frères musulmans est constitué d'états parfaitement circonscrits et clairement définis. Nous savons parfaitement ce que nous voulons et quels sont les moyens dont nous devons user pour y parvenir. Regardez les Mais est-ce qu'on peut en parler un peu plus justement de cette figure qui est non seulement son grand-père, mais c'est pas la question, parce qu'on s'en fiche qu'il soit son grand-père. Oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui l'a toujours fasciné, c'est le martyr. C'est son modèle politique. C'est son modèle tout court. C'est un modèle global. Un modèle de vie. C'est pourquoi nous cherchons à ce que notre message parvienne à l'intérieur de toutes les demeures, que notre voix soit entendue en tout lieu, que notre pensée se répande et investisse les régions, les hameaux, les villes, les chefs-lieux, les capitales et les métropoles. Pour y parvenir, nous ne serons pas avares de nos forces et nous ne laisserons échapper aucun moyen. Cette dimension, Hassan el-Banna n'a jamais commencé par parler d'une structure comme ceci qui serait tombée sur un pays qui s'appellerait l'État islamique. Il n'a jamais parlé de ça. Il a d'abord parlé de tout ce travail, un individu, une famille, un peuple. Mais néanmoins, pour que les gens comprennent la complexité de cette nébuleuse qui peut aller jusqu'au terrorisme avec la branche armée qui est un peu l'action directe issue de la confrérie, il y a une autre branche qui est aujourd'hui pas forcément en accord avec cette tactique, voire qui la condamne, qui est beaucoup plus politique, qui est beaucoup plus centrée sur le fait de grignoter d'abord la société et la culture avant d'obtenir le pouvoir politique, et c'est dans cette branche-là qu'évolue Tariq Ramadan. C'est dans cette branche-là qu'évoluent la plupart des militants des frères musulmans, des cadres des frères musulmans. Vous avez raison, parfaitement. Charles Jeannequin, bonjour. Vous êtes professeur d'arabe et d'études islamiques à la faculté des lettres de Genève. Dans quel lieu sommes-nous ici ? Nous sommes dans la bibliothèque l'une des bibliothèques de la faculté des lettres à Genève. Voilà. C'est vous qui avez dirigé la thèse de Tariq Ramadan. Sur quoi portait-elle ? Sur les frères musulmans. Il voulait replacer, disons, le mouvement des frères musulmans dans le contexte de ce qu'on appelle le mouvement réformiste musulman, donc qui a ses racines dans l'Égypte du 19e siècle. Pourquoi avez-vous refusé de valider cette thèse ? Alors d'abord, je précise, je ne suis pas le seul à avoir refusé de la valider. Il y avait deux experts externe. Nous étions trois à avoir une opinion négative. C'est pas simplement une décision arbitraire de ma part. Donc il y avait essentiellement deux choses, à mon avis, qui n'allaient pas. D'abord, le côté trop purement même apologétique de cette thèse concernant Hassan el-Banna et l'absence, au fond, complète vraiment d'une étude critique, originale, personnelle des auteurs dont il traite. Et derrière cette absence de travail, il y a un message quand même, c'est-à-dire que Tariq Ramadan a essayé d'inscrire son grand-père Hassan el-Banna dans la lignée des grands penseurs réformistes musulmans du XIXe siècle, alors que pour vous, et pour tous ceux qui ont un regard critique ou académique sur cette histoire-là, c'est plutôt quelqu'un qui a essayé d'organiser politiquement une contre-offensive réactionnaire. Il nie complètement cet aspect totalitaire, il n'en parle pas dans sa thèse. Ah non, absolument pas. Il n'en parle nulle part. Il n'en parle absolument pas, bien sûr que non. Et même dans certains textes, justement, il y a des déclarations quand même de Hassan el-Banna qui sont explicitement antidémocratiques, anti-pluralistes, enfin, qu'il gomme, n'est-ce pas, quand il fait des citations, il laisse de côté ce genre de passage-là. J'ai donc démissionné, je n'ai pas du tout été mis à pied, comme il le dit maintenant. Comment a-t-il fait pour la faire valider néanmoins ? Un autre professeur d'une autre université a accepté de reprendre le travail. C'est sa responsabilité, je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Sans les honneurs du jury, je crois. Exactement. Sans la mention, ce qui est rarissime, en Suisse comme en France, tout le monde a la mention pratiquement. Je veux dire, c'est un signe fort, même si ça a l'air de très peu de choses, c'est un signe fort. On sait que ça veut dire, ça ne va pas, ne prenez pas cette personne. Donc, de facto, ça lui barrait la carrière universitaire.
Ne désertez pas les banlieues sous prétexte que vous êtes des gens dans les universités. La banlieue, les situations les plus difficiles de France, c'est votre affaire. Il faut s'engager dans tous les domaines qui sont les nôtres où on peut amener les choses à changer vers plus d'islam. Je donne un contenu à identité pour savoir ce qu'on va dire quand on veut dire intégrer. Nous, on est d'accord pour l'intégration, mais c'est nous qui allons mettre le contenu. D'accord ? Il faut bien comprendre ça. Je veux savoir ce que j'intègre. Oui ? Donc le lieu dans lequel je suis, d'accord. J'accepte les lois tant que ces lois ne m'obligent pas à faire quelque chose contre ma religion. J'ai dû écouter un certain nombre de ces conférences, entre guillemets, parce que je pense que c'est de la prédication. Il faut appeler les choses par leur nom. J'ai surtout lu un certain nombre de ces ouvrages. Et c'est d'ailleurs de là que j'ai eu l'idée d'écrire un article sur ce qu'il appelle l'identité islamique. Voilà, déjà, c'est moi, à l'époque, cette notion d'identité, qui est d'ailleurs très à la mode en ce moment, m'avait quelque peu révulsée parce que pour moi, qui travaillais quand même sur l'islam, il s'agissait d'une grande religion, d'une grande foi, d'une culture, d'une civilisation, d'une théologie, d'une tradition, enfin de plusieurs traditions, etc. Mais le concept d'identité n'existe pas dans le corpus islamique. Et cette façon de vouloir construire l'islam comme une identité me paraissait déjà procéder d'une sorte d'exclusivisme. C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle je suis arrivé quand j'ai vu comment tous ces jeunes avaient évolué par la suite, parce que moi je les ai connus en cheminement, comment dire, qui étaient curieux en même temps. Ils voulaient tout savoir de l'islam, ils étaient ouverts à tous les discours, toutes les opinions, toutes les lectures. Et par la suite, ces mêmes jeunes qui ont été peu à peu structurés, canalisés par ces organisations qui sont affiliées à l'UOIF et où Tariq Ramadan est très présent, ont évolué d'une manière appauvrissante, dommageable pour eux, pour l'islam et pour la France. Et Tariq Ramadan y est pour beaucoup. Je suis un musulman, c'est-à-dire que j'ai une foi, que j'ai une pratique, que j'ai une spiritualité, que je dois, de ce point de vue-là, avoir l'intelligence de mes textes de référence et de mon contexte de vie, que je dois éduquer, m'éduquer et transmettre, et qu'en plus de ceci, je dois agir et participer. Où que je sois. Et s'il y a une société qui m'enlève un de ces points-là, cette société-là, je lui résisterai et je combattrai. Si elle me dit, pour être un bon Français, tu dois être un mauvais musulman, eh bien je dirai non. Moi, je l'ai vu donc directement dans une conférence qu'il a donnée fin 1993 à l'université de Nancy, dans un amphithéâtre. Je venais juste de débarquer d'Algérie. À cette période, l'Algérie vivait une situation tragique avec le fils et son bras droit armé qui sont les GIA. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'il affichait ses sympathies pour le fils et il disait que les islamistes ont le droit de se défendre étant donné qu'il y a eu donc l'arrêt du processus électoral. En tout cas, à aucun moment je ne l'ai entendu condamner ces assassinats. Tariq Ramadan et son double, un documentaire de Caroline Fourest.